Dans un pays de démocratie, tout peut être résolu lorsque les problèmes sont posés clairement. Mais pour cela, il faut observer le jeu naturel des institutions dans le sens de la justice et de la liberté. Le jeu normal des institutions est faussé. La Constitution est violée ouvertement. Le peuple est abusé. Bonjour et bienvenue dans C'était pas mieux avant, votre émission dans laquelle on revient sur des personnalités et des événements marquants de l'histoire politique de la France et du monde. Vous l'avez sans doute remarqué, avec le résultat des élections législatives de 2026, une grande partie de la France semble avoir redécouvert que oui, on pouvait devenir maire d'une grande ville sans nécessairement avoir la peau blanche. L'élection de Bali Bagayoko à la mairie de Saint-Denis au premier tour, suivie par plusieurs autres, a donné lieu à un tir de barrage raciste qui a tellement bien marché que maintenant Bagayoko est une figure nationale, ultra identifiée et populaire, que certains imaginent déjà président de la République. Bravo Michel Onfray, super travail, rien à dire, continue comme ça. Mais encore une fois, avec Bali Bagayoko, il y a toute une partie de la France qui semble avoir découvert qu'une personne noire pouvait être élue, et ce malgré le climat politique raciste et xénophobe entretenu par le gouvernement et plus encore par les médias d'extrême droite. Pourtant, c'est loin d'être la première fois et c'est loin, très loin d'être la personne qui est montée le plus haut. Pour cet épisode de C'était pas mieux avant, on revient sur la personne noire qui est montée le plus haut dans les institutions de la République française, au point qu'elle est passée à plusieurs reprises pas très loin de devenir président de la République, Gaston Monnerville. Gaston Monnerville est un homme politique de carrière, quelqu'un qui y a passé toute sa vie, des années 30 jusqu'aux années 80, au point qu'il a traversé pas moins de 4 régimes politiques, dont 3 régimes républicains, et a connu la majeure partie des évolutions politiques du XXe siècle en France. Pourtant, aujourd'hui, il a été majoritairement oublié, occulté par le récit national de la Ve République, qui n'a jamais cherché à en faire un symbole, alors qu'il y aurait eu de quoi. D'autant plus que Monnerville, c'était pas un communiste stalinien ou un gaulliste énervé, c'était un mec de centre-gauche, modéré, qui faisait pas peur à grand monde. Sauf à une personne en réalité. Parce que si Monnerville a été oublié par le récit républicain, c'est aussi parce qu'il a été l'un des principaux opposants du général de Gaulle. Gaston Monnerville est né en 1897 d'un père fonctionnaire de l'administration coloniale et d'une mère couturière, fille de cultivateur, ce qui fait de lui un descendant très probable d'esclaves qui travaillaient dans l'agriculture guyanaise jusqu'à l'abolition de l'esclavage en 1848. Maintenant, on parle pas de quelqu'un qui a fait une carrière incroyable en partant d'absolument rien du tout. Même descendant d'esclaves, quand t'es le fils d'un fonctionnaire de l'administration coloniale, tu pars avec un petit avantage, même s'il était loin d'être en haut de l'échelle. Il fait de hautes études pour lesquelles il se rend en France en 1912, puis devient avocat en 1918. C'est justement en tant qu'avocat qu'il se fait connaître pour la première fois en assurant la défense d'un groupe de Guyanais impliqués dans des émeutes en 1928. Il parvient à les faire acquitter et c'est ce coup d'éclat qui le pousse vers une carrière politique. En 1932, Gaston Monnerville est poussé à se présenter aux élections législatives en Guyane, à l'issue desquelles il est élu contre le député sortant à une majorité apparemment écrasante, même si j'ai pas réussi à retrouver le résultat. Politiquement, Monnerville c'est un radical, une mouvance politique principalement incarné à cette époque par le parti républicain radical et radical-socialiste, en abrégé le PRS. Et contrairement à ce que pourrait laisser penser le mot, les radicaux, en fait à cette époque c'est des centristes. Aujourd'hui, ils se situent quelque part entre Macron et Place Publique. Et ce positionnement politique est plutôt avantageux pour Gaston Monnerville puisque le radicalisme c'est la mouvance politique incontournable de la Troisième République. Ajoutez à ça que Monnerville devient rapidement le notable local de la Guyane, député indéboulonnable mais aussi maire de Cayenne, et c'est donc logiquement qu'il entre au gouvernement en 1937. Enfin, logiquement. Vous vous doutez bien qu'un mec pas blanc qui entre dans un gouvernement à cette époque-là en France, ça a pas fait l'unanimité, loin de là. Et Gaston Monnerville a été la victime d'une quantité d'attaques racistes en France, mais également venant de l'Italie fasciste et de l'Allemagne nazie. Pourtant, c'était pas le premier. Avant lui, par exemple, il y avait eu Blaise Diagne, qui avait été ministre de Pierre Laval en 1931. Oui, ce Pierre Laval-là, il était pas encore collabo à cette époque. Et le pattern était le même, un homme noir issu d'une certaine élite coloniale qui fait son entrée dans la vie politique française par le prisme des
des colonies, et s'il entre au gouvernement, ce sera uniquement pour s'occuper des colonies. Engagé contre les discriminations, il est l'un des fondateurs en 1929 de la LICA, qui devient ensuite la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, qui existe toujours aujourd'hui. Notez d'ailleurs qu'en tant que ministre du Front populaire, c'est lui qui abolit le bagne de Cayenne. Oui, parce que jusqu'au Front populaire, on envoyait encore des gens au bagne, ouais. Bref, il ne vote pas les pleins pouvoirs à Pétain, puis il s'engage très tôt dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et lorsqu'elle se termine, il est l'un des principaux artisans de la départementalisation des vieilles colonies, notamment la Guyane, mais aussi la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. C'est sous l'impulsion de Monnerville que ces régions deviennent des départements d'outre-mer, les fameux DOM qu'on a appris à l'école. Enfin, en 1947, il décide de briguer la présidence de ce qu'on appelle alors le Conseil de la République. C'est le Sénat aujourd'hui, on appelait ça le Conseil de la République sous la 4e. Il n'est alors pas particulièrement favori, il n'est soutenu par aucun des 3 grands partis de la 4e République et tout le monde s'attend à ce que ce soit un communiste ou à la limite un socialiste qui obtienne le poste. Sauf que, il gagne. Et Gaston Monnerville devient donc le deuxième personnage de l'État. On aurait pu se dire que Gaston Monnerville, issu des colonies, descendant d'esclaves, et bien sûr noir, aurait pu se voir barrer la route de la plupart des hautes fonctions dans la France des années 50. Mais pour faire cette vidéo, je suis allé chercher pas mal d'articles d'époque qui parlaient de lui, et dans ceux que j'ai consultés, aucun d'entre eux ne parlait de sa couleur de peau en réalité. Au contraire, c'est très facile de trouver des articles qui dressent de lui un portrait élogieux, un homme brillant, venu de Guyane, et dont l'ascension politique a été logique. Le fait qu'il devienne président du Sénat n'est pas considéré comme un non-événement, mais c'est surtout parce qu'il l'emporte contre les favoris candidats socialistes et communistes avec le soutien de la droite. Toutefois, Gaston Monnerville voit bien sa couleur de peau devenir un obstacle avec l'élection présidentielle de 1953. On rappelle que sous la 4e République, le président de la République, qui est élu par les parlementaires, a un rôle surtout protocolaire et représentatif. Alors c'est quand même lui qui choisit le chef du gouvernement, mais comme ce chef de gouvernement doit avoir la confiance de l'Assemblée nationale, il a assez peu de marge de manœuvre. C'est donc un rôle symboliquement très fort qui pourrait aller comme un gant à Gaston Monnerville. C'est un modéré, il est président du Conseil de la République depuis des années, il n'a pas de projet politique particulièrement clivant, et en plus, l'élection présidentielle de 1953 est particulièrement difficile, les parlementaires ayant beaucoup de mal à s'accorder sur un candidat. Comme il doit réunir une majorité absolue des suffrages, cette année, il faut pas moins de 13 tours pour désigner quelqu'un. Dans ce contexte, Gaston Monnerville pourrait faire figure de rassembleur avec son profil de modéré pas trop clivant. Mais c'est probablement sa couleur de peau qui fait qu'il n'a pas cherché à se présenter parce que son parti politique ne souhaitait pas vraiment sa candidature. Et puis l'occasion se présente de nouveau à la fin de la 4e République. En 1958, quand petit à petit le président René Coty s'efface au profit du général de Gaulle, qui revient au pouvoir avec le soutien de Gaston Monnerville pour mettre en place la 5e République, ce même Monnerville est envisagé pour assurer l'intérim entre Coty et de Gaulle. Mais là encore, c'est sa couleur de peau qui le prive de cette fonction, notamment pour ne pas déplaire aux États-Unis, alors encore largement raciste et ségrégationniste. La position de Monnerville comme deuxième personnage de l'État se maintient en revanche, puisqu'il est réélu président de ce qu'on appelle désormais le Sénat de la 5e République. Mais alors qu'il était l'un des soutiens du retour du général de Gaulle et de la nouvelle constitution, les années 60 le voient rapidement devenir l'un des premiers opposants au pouvoir personnel du général. En effet, en tant que membre du parti radical, Gaston Monnerville était proche du centre-gauche et comme beaucoup de gens de ce camp-là, il était favorable à la 5e République et à sa logique de parlementarisme rationalisé. En tant que résistant, il est aussi plutôt favorable à la figure de Charles de Gaulle, considéré comme le mieux placé pour rassembler la nation dans le contexte difficile de la fin des années 50. Mais les choses se tendent en 1962, lorsque de Gaulle, pour renforcer son pouvoir personnel, propose de modifier la Constitution pour faire élire le président de la République au suffrage universel direct. Même si en apparence le fait de faire élire le président directement par le peuple peut sembler plus démocratique, c'est plutôt l'inverse dans les faits. Cette onction populaire donne au président un rôle tant symboliquement que légalement prépondérant par rapport à l'Assemblée nationale. Assemblée nationale qu'il peut dissoudre, alors qu'elle ne peut pas grand-chose contre lui. Il a même un mot particulièrement dur pour le gouvernement de Georges Pompidou qui organise le référendum: forfaiture. On espère que Pompidou s'en est remis. Monnerville s'en remet alors au Conseil constitutionnel pour faire annuler le référendum, pour lequel de Gaulle a utilisé l'article 11 de la Constitution qui n'a pas été prévu pour ça. Le Conseil constitutionnel préfère finalement donner raison à de Gaulle. La vengeance de Gaulle par rapport à Monnerville, c'est de tout faire pour marginaliser le Sénat, qui est presque inexistant dans les années 60.
En fait, le Sénat avait une importance tant qu'il n'y avait pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, parce que même si c'est l'Assemblée qui votait les lois en seconde lecture, le Sénat pouvait modifier en profondeur les textes législatifs. Mais à partir de 1962, quand les gaullistes obtiennent une majorité absolue à l'Assemblée nationale, le Parlement devient pour de bon une chambre d'enregistrement des décisions prises par le gouvernement. Et la principale victime de cet état de fait, c'est justement le Sénat. De Gaulle le traite comme un simple conseil consultatif qui donne vaguement son avis sur les lois et qu'ensuite on est libre d'envoyer se faire voir. Et Gaston Monnerville est ostracisé par le pouvoir gaulliste, ce qui ne l'empêche pas de continuer à s'y opposer. Finalement, après la révolution avortée de mai 68, où il a pu être envisagé comme un recours en cas de vacance du pouvoir, il n'est pas candidat à sa réélection et quitte la présidence du Sénat. Finalement, quelques mois plus tard, il tient sa revanche sur le général de Gaulle qui démissionne après avoir perdu un référendum qui, entre autres choses, visait justement à transformer le Sénat en une chambre uniquement consultative, ce qui fait que si Monnerville avait effectué un unique mandat supplémentaire de président du Sénat, il aurait été président de la République. Ouais, il est passé à côté 4 fois. Après son départ de la présidence du Sénat, Gaston Monnerville reste sénateur pendant quelques années, puis dans les années 70, il entre au Conseil constitutionnel. Il participe ainsi à l'évolution du Conseil qui devient de plus en plus important à cette période dans le contrôle de la constitutionnalité des lois. Il quitte pour de bon le Conseil en 1983 et prend pour de bon sa retraite politique, âgé de 86 ans, puis il meurt en 1991. Si Gaston Monnerville n'est pas une personnalité ultra connue et très identifiée de l'histoire récente de la France, comme au hasard Pierre Mendès France ou Simone Veil, c'est d'une part à cause du racisme et de l'ostracisation que lui a fait subir De Gaulle, mais aussi d'autre part parce qu'il n'a pas de grosses transformations sociales ou de gros travail législatif très identifié à son actif. C'était encore une fois un modéré, plutôt de centre-gauche. Il s'est certes opposé au général De Gaulle, mais de manière moins visible que François Mitterrand, candidat à l'élection présidentielle de 1965. Il critiquait les méfaits de la colonisation, mais n'a jamais été un fer de lance de l'anticolonialisme. Lui qui plaidait malgré tout pour l'égalité entre les colons et les colonisés et pour une rénovation du système colonial. En revanche, Gaston Monnerville a été et est toujours un symbole puissant, justement en tant que première personne issue des colonies à avoir accédé à un poste aussi élevé que président du Conseil de la République, puis du Sénat. Conscient de la discrimination dont il a souvent été victime du fait de sa couleur de peau, il avait une expression à ce sujet. La preuve que les Français ne sont pas racistes, c'est que je suis président du Sénat. La preuve qu'ils le sont, c'est que je ne serai jamais président de la République. C'est la fin de cet épisode de C'était pas mieux avant. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez vous abonner aux différentes chaînes du média et pourquoi pas nous soutenir financièrement. Vos dons sont la garantie de notre indépendance. À la prochaine!